Nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui le professeur Thomas Leclerc, qui est anesthésiste réanimateur à l'hôpital national interarmées à Percy, au centre du traitement des brûlés qu'il a dirigé de 2014 à 2022. Il est actuellement chef du pôle urgence et soins critiques et directeur médical de l'hôpital national interarmées. Il a travaillé longuement sur la prise en charge initiale des brûlés graves, spécialement en contexte hostile et dégradé. Et actuellement, il pilote depuis 2024 un plan national à ma vie brûlée qu'il va nous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les directrices et directeurs, chers collègues, chers camarades. Effectivement, on va parler d'afflux massif de brûlés et je vais essayer de vous convaincre que si ça a été longtemps un point de fragilité, aujourd'hui on est bien avancé sur une piste de résilience. J'espère que vous en sortirez convaincus. Alors, en attendant la première diapo de ce topo, voici une situation toute fraîche, 1er janvier 2026 à Crans-Montana, un incendie catastrophique, 40 morts sur place. On en est aujourd'hui à un 41e patient décédé. On a parlé des décédés, là on parle des vivants. La Suisse, c'est 2 centres de traitement des brûlés. Lausanne, Zurich, ça représente 12 lits de traitement de brûlés. Il y avait 116 victimes brûlées à prendre en charge. Aucun pays européen n'est capable de faire face seul, pas plus la France que la Suisse, même si on a une offre de soins aux brûlés un peu plus étendue. Ce qui s'est passé, vous avez tous vu ces images de la catastrophe qui sont en haut sur cette diapositive, c'est pas un scénario nouveau. Si on prend des événements un petit peu plus anciens, il y a eu en bas à droite la même chose en Macédoine du Nord en mars 2025. Et puis, si on va un peu plus en arrière, je passe sur le Cuba Libre où c'est davantage les équipes d'identification de victimes décédées qui ont dû travailler. C'était 2016 à Rouen. En 2015 à Budapest, c'était à peu près le même scénario d'inflammation d'une mousse d'isolation, avec là aussi de l'ordre de 140 victimes brûlées vivantes à prendre en charge. Et cet événement de 2015 a été le point de départ d'un plan de réponse européen qui a été développé entre 2016 et 2020 à la suite des enseignements de cette catastrophe. Le plan de réponse européen, il existe donc, il a été validé en 2020, il repose sur les 4 principes suivants. Je peux dire qu'il y a 5 principes. Le premier, c'est qu'en fait, la réponse initiale est toujours nationale. Le plan européen n'est là que pour étendre une réponse nationale. Et ensuite, la mise en œuvre du plan européen repose sur 4 principes. Un triage secondaire intra-hospitalier effectué par des équipes spécialisées dans les centres hospitaliers primaires non spécialisés qui ont dû recevoir des victimes. Le but étant de réaliser ce triage dans les 48 premières heures. Et ensuite, un partage des données, une répartition des patients vers les centres de brûlés des pays tiers et des MEDEVAC coordonnés avec une coordination européenne pour l'ensemble de ces 4 volets. Et le but, c'est que les MEDEVAC soient réalisés dans les 96 premières heures. Ce plan européen validé en 2020 a donné lieu à la formation d'équipes de triage spécialisées, les Burn Assessment Teams. On en a un peu entendu parler puisque en Suisse, c'est la première fois que ce plan a été déployé dans son intégralité, y compris des Burn Assessment Teams françaises. Et on en a ici le coordonnateur, le docteur Claudia Chatlus du SDIS 67 et une BAT italienne également. La seule activation préalable n'avait pas donné lieu au déploiement de ces BAT. Le résultat en Suisse, il est synthétisé sur cette diapo, que je ne vais pas décrire dans le détail, mais en gros, il y a eu une 50aine de victimes qui ont été évacuées hors de Suisse vers les pays, les autres pays européens, dont 38 victimes parmi les plus graves, qui ont été coordonnées par le mécanisme européen. Les autres, c'est essentiellement des victimes moins graves transférées a posteriori. 38 victimes évacuées, 18 vers la France, et puis 7 en Allemagne, 7 en Belgique, 8 en Italie, si ma mémoire est bonne, avec des vecteurs et des équipes issues d'autres pays. Et donc, il y a eu une coordination européenne qui a bien fonctionné. Je vous ai donné un objectif de H96 pour avoir fini les MEDEVAC. La quasi-totalité a été finie à H72. Le dimanche, ça a été quelques transferts ultérieurs. La France a été au rendez-vous, et elle a été au rendez-vous grâce à l'activation du centre de crise sanitaire de Madame Baville et de la mise en œuvre, j'allais dire presque façon Monsieur Jourdain, c'est-à-dire qu'on a appliqué un plan national brûlé qui est encore en gestation et que je vais vous décrire maintenant pour vous montrer qu'il a atteint déjà un certain niveau de maturité. Juste une diapo sur les caractéristiques des afflux massifs de victimes brûlées. Les brûlés, contrairement aux blessés hémorragiques, ce sont des victimes
victimes très graves, mais dont la mortalité est différée et peut-être faible. Je ne vous décrirai pas les données issues de Los Alfaques en 78, mais Los Alfaques en 78, c'est pas seulement beaucoup de morts sur place, c'est aussi beaucoup de vivants, et ça nous a appris énormément sur la gestion d'un afflux de brûlés sur le plan médical. Or, les centres de traitement de brûlés sont rares. En France, on a 18 centres de brûlés, dont 12 qui prennent en charge des adultes et 6 qui prennent en charge des enfants ou des adultes et des enfants. Il est évident que la prise en charge initiale est nécessairement non spécialisée dès que la taille de l'événement est un peu significative. 116 brûlés en France, on aurait eu aussi nécessairement des brûlés hospitalisés hors centre de traitement de brûlés. La clé, c'est d'utiliser au mieux, de façon optimale, les centres de traitement de brûlés pour les patients qui en ont vraiment besoin, qui ont vraiment une chance d'en bénéficier. Comment on peut faire ça? Eh bien, le plan national à ma vie brûlée, qui est dans sa phase de validation et que je vous présente aujourd'hui à ce titre, il s'efforce de suivre les recommandations européennes et d'être interopérable avec le plan européen pour offrir une capacité de monter à l'échelle si nous sommes dépassés au niveau national. Et il repose sur les principes suivants. Une intégration au dispositif Orsan à ma vie. Il n'est pas question de réinventer l'eau chaude. Tout ce qui fonctionne doit continuer à fonctionner. Il s'agit juste d'ajouter des éléments spécifiques brûlés. Il comprend une aide au dimensionnement et à la préparation des établissements dans les réponses locales. C'est pour aider les DMC et les CSC à se préparer. Et ça ne concerne pas seulement les établissements avec CTB, ça concerne largement les établissements, en particulier les ESR à ma vie, parce que, encore une fois, on va être obligé de mettre initialement des brûlés dans des établissements qui ne disposent pas d'équipes spécialisées. On prévoit, troisième principe, des niveaux d'activation adaptés au nombre de victimes, parce qu'on n'a pas forcément besoin de mobiliser l'échelle nationale, voire internationale, pour des petits événements, mais on a besoin de les activer à temps si on est confronté à un grand nombre de victimes. Ça suppose une coordination précoce et très efficace. Le Chorus, au sein du centre de crise sanitaire, est fait pour ça au niveau national. Il est renforcé d'une cellule de coordination nationale brûlée, c'est-à-dire essentiellement l'appui d'un expert brûlologue. C'est ce rôle que j'ai tenu au Chorus lors de la gestion française de l'événement de Crans-Montana. Et puis, ce principe de prise en charge en 3 étapes dès qu'on a un volume important de victimes: hospitalisation primaire dans les structures non spécialisées, triage intra-hospitalier secondaire spécialisé et évacuation secondaire vers les CTB, c'est la clé de la réponse pour éviter de se retrouver à saturer les CTB avec des victimes qui n'en avaient pas vraiment besoin. Et enfin, en cas de débordement de notre capacité nationale, c'est pouvoir faire appel à une assistance européenne. Alors, cette horrible diapo avec plein de flèches partout, je vais essayer de vous la rendre intelligible. En fait, sur cette diapo, il y a 3 choses. Il y a un flux de patients en vert en haut, et l'idée, c'est de procéder avec les 3 étapes que je vous ai dit. Un premier flux primaire du PMA vers des établissements de santé ou des structures non spécialisées, hors CTB donc, et des évacuations secondaires après triage vers les CTB. En bleu, je ne vais pas vous le raconter parce que vous le connaissez mieux que moi, c'est l'organisation de la réponse sanitaire aux afflux massifs de victimes par les SAMU et les ARS de la zone territorialement atteinte et des autres zones concernées. Alors, je n'ai pas séparé ARS et SAMU et ARS et SAMU de zone avec la coordination Chorus. Et en fait, la seule chose sur laquelle je vais un tout petit peu m'attarder, c'est ce qui est en rouge. Et en rouge, ce sont les ajouts propres à ma vie brûlée. C'est l'activation d'une cellule nationale de coordination pour brûler au Chorus. C'est la possibilité pour le Chorus avec sa C2NB de synthétiser beaucoup plus rapidement qu'en utilisant le ROR et les cascades par les ARS les états de disponibilité des lits de brûlés. La possibilité de déployer des EMTB, des équipes mobiles de triage de brûlés pour aller évaluer et trier les victimes dans les structures non spécialisées. Et sur la base de leurs conclusions, troisièmement au milieu, coordonner les EVASAN qui sont réalisés bien sûr par la disposition spécialisée transversale du dispositif Orsan à ma vie, qui n'a rien de spécifique au plan brûlé. Donc voilà, ceci c'est pour dire qu'il y a juste les 3 flèches en rouge qui sont ajoutées par le plan à ma vie brûlée. Pourquoi je passe 20 minutes pour vous en parler? Parce que quand même, il faut un petit peu rentrer dans le détail. Je vous ai parlé de niveau d'activation avec une recherche de subsidiarité.
Nous proposons 3 niveaux d'activation du plan Amavi brûlé, niveau 1, niveau 2, niveau 3, sur la base d'abord de l'estimation initiale du nombre de brûlés, un nombre de brûlés à hospitaliser, mais si on se trompe, en fait, c'est probablement compensé par les présentations spontanées des brûlés aux urgences. Donc, l'estimation du nombre de victimes par le premier DSM sur les lieux permet de donner un premier niveau de réponse. Entre 3 et 10 victimes, on est déjà en tension. Niveau 1, ça va pouvoir être géré au niveau régional. À partir de 10 victimes ou plus, compte tenu de la tension extrême que représente pour un CTB le fait de recevoir déjà 3 victimes en même temps et de la rareté de ces CTB, c'est pas la peine de passer par l'échelon zonal et seulement après l'échelon national. On va avoir besoin de passer tout de suite à l'échelon national. Et c'est un élément clé. Quand on parle d'afflux massif de victimes brûlées, on ne fait pas tout le millefeuille. Si on n'y arrive pas au niveau local et régional, il faut tout de suite passer au niveau national. Et même, si on est au-dessus de 25 victimes brûlées, il faut se préparer le plus tôt possible à faire appel à un renfort européen, le cas échéant. Et bien sûr, on peut réévaluer le niveau en fonction de la réalité des lits brûlés disponibles, le nombre consolidé de victimes et de lits disponibles. Et ceci a des conséquences dans 2 domaines. D'abord, l'orientation initiale et le triage non spécialisé. Au niveau 1, c'est de la régulation multivictime standard. La totalité des victimes, ou presque, sauf exception, vont directement dans les CTB avec une régulation assurée par le SAMU territorialement compétent. Il n'y a pas de changement par rapport à d'habitude. Au niveau 2, il y a déjà des patients qui doivent aller dans des établissements non spécialisés en attendant que des lits se libèrent et que les MEDEVAC soient possibles. Et surtout, au niveau 3, là c'est beaucoup plus bourrin, personne ne va directement dans un CTB. Je répète, au niveau 3, personne ne va directement dans un CTB, même si l'événement survient à 500 mètres d'un CTB. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur moyen pour éviter de saturer un CTB avec des victimes qui en fait n'étaient pas si graves et auraient pu, sans perte de chance, être prises en charge ailleurs, afin de ne pas empêcher les victimes qui en auraient vraiment besoin d'accéder au CTB. Donc ça, c'est vraiment un changement de doctrine. C'est toujours les médecins de SAMU qui vont faire le triage et l'orientation initiale, mais ils ont besoin de changer leur mode de raisonnement pour adresser au niveau 3 dans des établissements non spécialisés. Et puis le deuxième volet, la deuxième conséquence, c'est sur la façon dont on organise le cas échéant le triage intra-hospitalier spécialisé, c'est-à-dire ça concerne les niveaux 2 et 3, lorsqu'il y a des patients hospitalisés initialement dans des structures non spécialisées, une partie d'entre eux au niveau 2, tous au niveau 3, eh bien on a besoin d'équipes de triage spécialisées mobiles, on a besoin de vecteurs d'évacuation sanitaire et on a besoin de lits brûlés. Au niveau 2, on est sûr de pouvoir le faire au niveau national. Au niveau 3, on fera au maximum au niveau national et au besoin avec le renfort européen. On s'est donné une chronologie avec des limites de temps à respecter. Alors, c'est notre cible. Elle n'a pas été atteinte pour Crans-Montana parce que le plan n'était pas encore opérationnel, connu de tous les acteurs. Néanmoins, la réponse française a été déjà très rapide pour Crans-Montana. Elle a été aussi adaptée au délai de la réponse suisse. Les délais ambitieux qu'on se donne, c'est ceux qui figurent sur cette diapo. L'activation, le déclenchement Amavi-BR, alors à vrai dire la préactivation, parce que le déclenchement formel, c'est le directeur de l'ARS. La préactivation du plan Amavi-BR dans la première heure, l'activation de la cellule de coordination nationale pour brûler dans les 3 premières heures, donc l'activation par le Corus de sa cellule de coordination nationale brûlée, demander l'activation du plan européen dans les 6 premières heures. C'est plus facile de dire après, écoutez, finalement, on a consolidé, on va pouvoir faire sans vous, que de perdre du temps à la phase initiale. La projection des équipes mobiles de triage de brûlés dans les 12 premières heures et un maximum de 36 heures pour le rendu des conclusions des EMTB, un maximum de 60 heures pour que les évacuations sanitaires nationales, intranationales, soient terminées. Ça, c'est vrai en métropole et nous avons une chronologie évidemment un peu allongée pour ce qui se passe outre-mer parce que, évidemment, les délais de projection et les délais d'évacuation seront plus longs. 2 diapos sur la C2NB et les EMTB. La C2NB, la cellule de coordination nationale pour brûler, c'est essentiellement permettre au Corus du docteur Avondo, qui travaille donc au CCS de Madame Baville, de disposer d'un appui spécialisé brûlologue pour l'aide à la décision. C'est une cellule non permanente du Corus, elle est activée à la demande et elle vise donc à apporter ce renfort. Il ne s'agit pas du tout de se substituer à l'expertise du Corus, mais de lui apporter
apporter l'expertise brûlologue qui va accélérer et simplifier la prise de décision. Les 4 missions principales, c'est d'accélérer la connaissance de situation en matière de litres brûlés disponibles et leur évolution, pour produire une synthèse actualisée au fur et à mesure de la gestion de la crise. C'est de coordonner les équipes mobiles de triage pour brûler et de synthétiser leurs conclusions pour aider ensuite à coordonner les EVASAN et la répartition des patients. Et enfin, c'est de coordonner cette réponse nationale avec la réponse européenne dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Concernant les équipes mobiles de triage de brûlés, ce sont des équipes spécialisées qui se déplacent dans les hôpitaux primaires non spécialisés ou dans les services non spécialisés de CHU où il y a un CTB. Et elles sont formées sur le modèle des BAT européennes, mais en simplifié. On n'a pas besoin d'un coordonnateur MPCU quand on est en intranational. On n'a pas besoin d'un infirmier pour aider à faire des pansements parce qu'on est sûr de ne pas avoir de barrière de langue. Normalement. Et donc, on a réduit à un binôme médecin, anesthésiste, réanimateur, chirurgien, alors que la BAT européenne comprend 4 personnels, avec en plus un infirmier et un coordonnateur MPCU. C'est la déclinaison en France des outils européens, parce que le fait de travailler avec les mêmes outils, ça va faciliter l'interopérabilité. Si on doit monter à l'échelle en appelant les Européens, on va travailler avec les mêmes outils, simplement rédigés en français, rédigés en anglais. C'est très facile. Et une question qui revient souvent, c'est « mais pourquoi vous vous embêtez à déployer des équipes mobiles de triage et pourquoi vous ne faites pas de la télémédecine ?» Eh bien, parce que la télémédecine, notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, en 2026, ça ne marche pas. C'est pas assez mature. C'est source de désorganisation. Ça ne permet pas de sentir ce qui se passe sur place, ça sollicite trop des équipes locales qui sont déjà sous tension, et donc c'est source de désorganisation. Les EMTB s'appuient sur des outils que je ne vais pas détailler puisqu'il s'agit d'avancer vite sur cette piste de résilience. Donc nous avons une fiche d'évaluation standardisée pour laquelle manque encore à l'heure actuelle une implémentation sur un système d'information interopérable. C'est un progrès à effectuer. Et nous nous appuyons sur une procédure de triage fondée sur la science, sur des données épidémiologiques de grande ampleur, nord-américaines, qui d'abord catégorise le patient selon le pronostic, selon le ratio pronostic sur ressources mobilisées, avec les 6 catégories qui apparaissent sur cette matrice de triage. Et sur la base de ces 6 catégories, les patients sont priorisés pour les EVASAN, avec 2 catégories à ne pas évacuer, c'est ceux qui n'en ont pas besoin, et ceux qui sont de toute façon trop graves pour que les EVASAN vers un CTB leur servent à quelque chose. Et ensuite, une priorisation adaptée à la situation en disponibilité de lits qui sera établie par le Corus, appuyé par ses 2 NB. Le plan prévoit enfin une articulation avec le plan européen et avec une réponse internationale le cas échéant, avec 2 directions. La première direction, c'est la demande française d'assistance. Ça, en fait, c'est ce qui s'est passé en miroir à Crans-Montana. C'est ce que ferait la France, déclencher sa réponse nationale en bleu, demander via la sécurité civile, puisque c'est le point de contact, l'assistance européenne du Centre de coordination de la réponse aux urgences, le RCC, qui se charge de transmettre la demande aux autres pays participants au mécanisme de protection civile, de collecter leurs réponses et de les diffuser. C'est toujours le pays affecté, la France dans ce schéma, qui choisit en définitive l'assistance qu'il accepte et celle qu'il décline. À l'inverse, si c'est, comme ça s'est passé pour Crans-Montana, un événement à l'extérieur qui conduit à solliciter l'assistance de la France, ça peut se faire dans 2 cadres. La ligne du haut, c'est via le mécanisme de protection civile de l'Union européenne. C'est le miroir de ce que je viens de décrire. La ligne du bas, c'est une demande d'assistance bilatérale qui passe par le ministère des Affaires étrangères. Et donc, le plan prévoit, autant qu'il est possible, de coordonner les centres opérationnels des ministères dont je viens de parler, donc santé, intérieur, qui est le point de contact des autorités de protection civile européennes, et affaires étrangères, pour permettre à la France de répondre. Et c'est ce qui a été joué en pratique lors de Crans-Montana. Il y a un 4e centre opérationnel qui intervient, c'est celui du ministère des Armées, si des moyens militaires sont demandés, pour déployer du personnel, pardonnez-moi, ou pour mobiliser des moyens EVASAN, par exemple.
2 diapos pour vous dire que le plan comprend également des fiches. Il y a une quinzaine de fiches opérationnelles. Le plan lui-même, c'est 70 pages, c'est illisible dans l'action. Par contre, il y a 15 fiches opérationnelles qui sont utilisables dans l'action, et en particulier 2 fiches d'aide à la préparation, à la montée en puissance des établissements de santé. Qu'est-ce qu'il faut en RH pour ouvrir des lits de réa brûlés en plus? Qu'est-ce qu'il faut en matériel pour ouvrir des lits de réa brûlés en plus? Tout cela est donc dans le plan. Concernant la mise en œuvre, quelques points d'attention. Pour les hôpitaux avec CTB, leur plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles doit prévoir la montée en puissance de leur CTB pour pouvoir accueillir des victimes de façon un peu prolongée. Pour les hôpitaux primaires hors CTB, tout spécialement les ESR à Mavie, il faut être capable de prendre en charge des brûlés pendant environ 48 heures et jusqu'à au maximum 5 jours, le temps de dérouler la réponse nationale et internationale. Un point d'attention sur la pédiatrie qui rejoint ce qu'a dit le docteur Borrell tout à l'heure. L'offre pédiatrique est tellement faible qu'on aurait besoin de prendre les patients de plus de 10 ans, plus de 30 kilos, de façon quasi certaine dans des centres de brûlés adultes, et il faut y être préparé. L'articulation de la réponse française avec la réponse étrangère, le cas échéant européenne, suppose une coordination interministérielle fine. Il y a en préparation une structuration à 2 niveaux des centres de brûlés en France. Ce sera assez transparent pour le plan qui comptera juste ces lits de brûlés de 2e niveau, de centres de compétences pour brûler, mais ça ne nécessite pas de changer le plan en préparation. Et je rappelle qu'en ce qui concerne le NRC, ça relève d'un autre dispositif Orsan. Ce qui reste à faire, c'est la formation des acteurs. Et la formation des acteurs, vous avez ça dans vos fiches. Eh bien, l'enjeu, c'est qu'au 2e semestre de cette année, nous ayons des formations proposées sur la plateforme formation SSE de l'EHESP, essentiellement pour les EMTB, pour les experts susceptibles de renforcer le chorus à la C2NB, et aussi pour les établissements non spécialisés, pour la prise en charge de brûlés à la phase initiale. On a en fait 2 axes de formation. Pour les établissements non spécialisés, c'est monter en compétences sur la prise en charge des brûlés initiales. Et pour les établissements spécialisés, c'est monter en compétences en médecine de catastrophe. Ce qui ne fait pas partie du projet de plan actuel et qui est une perspective pour l'avenir, c'est de développer des lots logistiques de renfort. Et puisque c'est juste un projet pour l'instant, je passe rapidement là-dessus. En guise de conclusion, j'espère vous avoir convaincu que ce point de fragilité, ce long point de fragilité que constituaient les afflux massifs de brûlés, nous ont permis aujourd'hui d'être sur une piste de résilience où on a déjà pas mal avancé. Sur la chronologie qui est indiquée sur ce tableau, on en est à la 4e étape. Aujourd'hui, là, nous vous présentons à cette journée nationale de l'accord à Mavie le projet de plan tel qu'il est. Il reste un processus d'intégration à la doctrine sous l'égide de Madame Henry à l'unité doctrine et planification du centre de crise sanitaire. Il reste une validation interservice et interministérielle et l'objectif est une validation ministérielle. Madame Henry, Madame Baville nous disaient que mai 2026, c'est la cible de validation par les autorités compétentes. Et puis, comme je vous l'ai promis, au 2e semestre 2026, mettre l'accent sur la formation. Donc, bien sûr, nous comptons sur vous tous. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation, qui montre que le plan est déjà quand même bien abouti, en tout cas bien réfléchi, bien travaillé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Merci. J'ai une question. J'ai bien compris qu'il y a un plan Orsan à Mavie brûlé. Est-ce qu'on aura, ou est-ce qu'il est réfléchi à un plan Orsec à Mavie brûlé international? J'entends par là que, par exemple, pour Crans-Montana, moi, ce soir-là, j'étais médecin régulateur au SAMU 68 à Mulhouse, avec un hélico dispo à 45 minutes du Crans-Montana, et on n'a jamais été informé. On l'a appris dans les journaux le lendemain, comme tout le monde. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose sur l'organisation des secours initiales qui est aussi en réflexion ou pas du tout? Non. Ça, c'était la réponse courte. Et ensuite, la réponse un tout petit peu élaborée, c'est que notre conviction, c'est que la gestion de crise initiale sur place est au mieux faite par les autorités locales. Et si elles ont besoin en transfrontalier, par exemple, Héli-SMUR 68, si elles ont besoin de renforts, elles utilisent leur plan Orsec-Novi ou équivalent si nécessaire. Mais il ne s'agit pas de perturber quelque chose qui existe parce que tout de même, mettre en
branle un mécanisme européen, ça sera toujours plus long que mettre en œuvre un plan de secours national qui est maîtrisé, exercé, etc. Donc le but, ça n'est pas de se substituer aux insuffisances d'une réponse nationale. On a connu entre 2020 et 2025, enfin un peu plus, une situation un peu bâtarde où on était en France avec une situation où on savait qu'on pouvait faire appel à un plan européen pour nous renforcer, mais on n'avait pas actualisé notre doctrine de prise en charge des brûlés. Et donc, on aurait mis en place le dispositif Orsec-Novi, Orsan-Amavi. On aurait sans doute un peu bricolé sur les brûlés. Le but, là, c'est de faire des choses un peu plus carrées. Et si on a besoin de monter en puissance, on sait que ça prendra pas moins de 24 heures l'aide étrangère, internationale, via le mécanisme de protection civile de l'Union. Et donc, Orsec-Novi, c'est nous. Orsan-Amavi, c'est nous. Et si on a besoin de monter en puissance, on est articulé, on est prêt à le faire, et on est prêt à tenir jusqu'à ce que les renforts européens en question arrivent. Et symétriquement, en miroir, si c'est nous qui y aidons. Oui. Oui, alors j'ai peut-être pas tout suivi correctement, mais à un moment donné, vous avez évoqué que sur le niveau 2, entre le niveau 1 et le niveau 2, on restait soit à l'échelon régional, soit on passait directement à l'échelon national entre le niveau 1 et le niveau 2, et que l'équivalent du BATS européen, vous avez réduit l'équipe à l'anesthésiste et le chirurgien pour l'évaluation sur les établissements non CTB. Oui, c'est ça. Enfin, je suis un peu surpris que vous n'ayez pas intégré le SAMU soit territorialement compétent, soit le SAMU de zone, parce que c'est quand même la problématique des transferts dans un deuxième temps, d'autant plus qu'il y a des régions en France où il n'y a pas de CTB. Il va bien falloir une coordination de ces transports et de ces moyens de transport collectifs éventuels au vu des volumes potentiels, quoi. Alors, c'est sans doute que je me suis mal exprimé parce que vous avez raison. C'est-à-dire que le but de ces EMTB, c'est juste d'apporter l'expertise de triage spécialisé intra-hospitalier secondaire. Et toutes les flèches bleues que je n'ai pas décrites, elles existent. Et toutes les flèches bleues que je n'ai pas décrites, c'est, par exemple, les ARS et les SAMU territorialement compétents et zonaux qui vont continuer d'exercer eux-mêmes la responsabilité d'assurer les EVASAN. Et donc, le but du dispositif national Amavi brûlé, c'est d'apporter les compléments spécifiques au brûlé. Il ne s'agit pas du tout de remplacer des dispositifs qui fonctionnent et qu'on ne fera pas mieux que ce qui existe. Lors de Crans-Montana, il y a eu des EVASAN, pardon, excusez-moi, j'utilise des acronymes autant parfois, des EVASAN qui ont été réalisés par des aéronefs, des avions voilure fixe qui posaient sur une piste. Et ben, il fallait toujours organiser la petite boucle aval entre l'aéroport et l'hôpital. C'est toujours les SAMU zonaux, SAMU départementaux, qui ont organisé ces EVASAN ou ces dernières phases d'EVASAN, et on n'aurait pas pu le faire à leur place. Et c'est pas le Corus qui aurait été le mieux placé pour le faire. Donc il ne s'agit pas du tout de supprimer ou de remplacer l'existant qui fonctionne, il s'agit d'apporter les éléments supplémentaires spécifiques brûlés. J'espère avoir clarifié les choses. Juste une dernière question, si vous le voulez bien. Oui, merci. Du coup, oui, vous avez bien clarifié l'après, mais la question qu'on se pose, en fait, quand on est médecin régulateur, c'est à partir de quand, réellement, en fait, on aura la clé de répartition des brûlés graves. Parce que jusqu'à présent, on avait déjà l'habitude, en fait, de fractionner la charge, quel que soit le type de victime, en particulier, en fait, quand c'est des prises en charge spécialisées avec des ressources rares. Donc le brûlé, c'est la caricature de ça. Mais donc, nous, le sujet, ça va être... quand je commence à décider et quand je peux commencer en fait à m'organiser et qui en fait va nous donner cette clé de répartition du coup. Alors, vous êtes premier DSM ou vous êtes régulateur SAMU de votre SAMU départemental. Vous êtes confronté à un afflux massif de victimes brûlées. Vous vous fondez sur votre première évaluation du nombre de victimes. Et pour l'instant, ce qui est proposé, le consensus auquel on est arrivé dans le groupe de travail, comprenant aussi des urgentistes d'ailleurs, c'est ces seuils de 10 et 25 à réactualiser en seuil en capacité disponible dans les centres de traitement de brûlés à H+6 et à J+2. Mais ça va mettre un petit peu plus de temps avant de les obtenir. Donc au départ, sur votre première évaluation, vous êtes à moins de 10 brûlés, et ben vous allez faire de la régulation multivictime habituelle, vous n'avez pas besoin de l'échelon national et vous allez pouvoir répartir entre les CTB. Ça peut vous amener à devoir les transporter assez loin. Vous avez ici un afflux de victimes brûlées à Strasbourg. Il y a un seul CTB proche, c'est Metz. Il peut y avoir les CTB transfrontaliers à Ludwigshafen et il faut déjà aller à Lausanne si vous allez vers le sud.
Sud-Est. Il peut, de l'autre côté des Vosges et du Jura, on arrive déjà à Lyon, c'est loin. Donc, moins de 10 brûlés, vous allez pouvoir le gérer en régulation multivictime habituelle, mais il y aura déjà des enjeux des VASAN compliqués. Si vous atteignez ou dépassez 10 brûlés, tout de suite, vous alertez ou faites alerter le Corus au centre de crise sanitaire, qui active sa cellule de coordination nationale brûlée, qui lance un contact direct et qui vous aidera ensuite à la régulation. Et si vous êtes à plus de 10 brûlés, vous allez continuer de faire votre métier de régulation, de répartition de la charge, mais au lieu de le faire vers les CTB, vous allez utiliser les réatraumatos, les ESR Amavi, et ensuite vous aurez la C2NB au sein du Corus. C'est le Corus qui pilote avec l'appui de sa C2NB et qui organisera les secondaires. Donc vous allez faire le même métier que d'habitude, mais simplement avec une bascule qui est que plus de 10 brûlés, vous n'allez pas chercher à les mettre dans les centres de traitement de brûlés directement. Une illustration de ça, il y a 2 ans, il y a eu un gros exercice de catastrophe organisé par la capacité de médecine de catastrophe du 75, exercice qui a eu lieu à Cherbourg et qui simulait un incendie à bord d'un ferry qui atterrit au port de Cherbourg. Cet exercice a été passionnant parce que une première vague de brûlés est sortie et en début d'après-midi, dans l'exercice, on a saturé les centres de traitement de brûlés parisiens avec des victimes intubées par excès, qui étaient en fait pas si graves que ça et qui auraient pu éviter d'être intubés. Et puis en début d'après-midi, sur les vagues suivantes, en fait, les brûlés les plus graves qui n'étaient pas capables de sortir tout seuls du ferry sortent plus tard, logiquement, et on se retrouve avec des victimes beaucoup plus graves qui auraient eu beaucoup plus d'indications à être dans des CTB et qu'il a fallu déplacer plus loin avec moins de vecteurs disponibles. Ça illustre bien la pertinence de mettre initialement des brûlés dans des structures non spécialisées et d'attendre une évaluation secondaire spécialisée. Et c'est vraiment un changement de doctrine. Vous faites le même métier que d'habitude, vous, urgentistes, régulateurs, mais dès que le nombre atteint ce seuil, vous mettez des brûlés dans des structures non spécialisées en attendant l'évaluation spécialisée secondaire. Merci beaucoup. Madame Baville voulait rajouter quelque chose? Oui, très rapidement, parce que je sais que la matinée est encore longue. Déjà, vous remercier, professeur Leclerc, pour tous les travaux menés sur cette doctrine, d'une part, et puis pour l'accompagnement pendant la gestion de cet événement Crans-Montana, qui, du coup, a été un exercice en réel et qui a permis de tester tous ces travaux qui ont été réalisés récemment pour faire évoluer cette doctrine et la rendre plus adaptée effectivement au système de santé. Je suis aujourd'hui avec Cécile Henry, qui est chef de l'unité doctrine et planification, et c'est elle et son équipe qui vont intégrer tous ces éléments dans la planification à ma vie guide niveau national et qui pourront après ensuite être déclinés au niveau territorial. Donc on est vraiment dans la dernière phase de finalisation. Donc je m'adresse là plutôt à toute la salle. S'il y a des remarques, des compléments, des réactions, c'est vraiment le moment de le faire puisqu'on arrive vraiment à la finalisation de ces travaux. Merci beaucoup.